Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de matériel dédié au chiffrement avec Jacques Gascuel. Bonjour Jacques. Bonjour. Qui est cofondateur de la société Freemintronic. Et Fabrice Cranier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, tu es directeur recherche et développement chez Freemintronic. Oui, tout à fait. Depuis quelques mois, alors, effectivement. Puisque tu as la parole, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, je me nomme Fabrice Cranier. J'ai un passé d'enquêteur judiciaire, dont 17 ans en cybercriminalité, et également une appétence toute particulière pour l'informatique. Je suis ingénieur en conception et développement, et je connais Jacques depuis une dizaine d'années. Je suis également maître de conférence associé à l'Université Toulouse Paul Sabatier, pour lequel je travaille sur de l'intelligence artificielle. Jacques, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je suis Jacques Gascuel, je suis le fondateur de la société Freemintronic. Je suis inventeur dans l'âme et surtout un entrepreneur dans l'âme depuis presque 30 ans et autodidacte. Alors, j'ai une formation une formation pluridisciplinaire qui touche l'électrotechnique de puissance industrielle, formation d'assureur, finance, et repris des études de droit, sciences de droit, et avec des magasins informatifs. Donc j'ai fait différentes choses. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai dit stop, et je me suis mis à financer mes inventions en vendant tous mes magasins, en tout ce que j'avais, et j'ai tout investi dans les innovations. Et l'aventure a commencé. J'ai créé beaucoup de choses comme la clé USB, Vicky et d'autres éléments dans le domaine de la sûreté. Souvent à contre-courant de ce qu'on pourrait penser, comme disait Fabrice. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Voilà. Pour discuter ce soir avec Jacques et Fabrice, les contributeurs de No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Joël Iva. Alors, Jacques, est-ce que tu veux bien nous faire un point sur les problématiques que vous adressez ? On va partir du dernier brevet qui est sur l'authentification à clé segmentée que j'ai mis en œuvre dans l'invention Heavy Safer. Alors, c'est quoi le principe ? Je suis parti du postulat, c'est comment redonner à l'être humain une souveraineté individuelle à travers un outil qu'il aura à sa disposition et remettre l'humain au centre de sa propre sécurité. Donc là, évidemment, c'est un beau challenge. Et à partir de là, on dit comment on peut faire pour que l'individu puisse avoir quelque chose entre ses mains, qu'il puisse utiliser dans n'importe quelle situation, et qu'il soit connecté à rien, et qu'il soit totalement isolé, totalement anonyme. Donc, quand on est inventeur, on se met des contraintes de fou qui paraissent impossibles au départ, et après, il fallait trouver des solutions. Et donc, c'est beaucoup de R&D pour arriver à une solution finale, qui est Heavy Safer, qui est l'aboutissement de plusieurs systèmes qui sont dans cette dynamique de redonner à l'humain une souveraineté individuelle. Et donc, l'invention Heavy Safer a pour vocation de sécuriser et de protéger les secrets. Et alors, l'idée justement, c'est de faire en sorte que ce soit extrêmement sécurisé. Comment est-ce que tu fais ? Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il faut que l'humain ne dépende pas des machines, ni des systèmes externalisés, enfin des systèmes centralisés. Donc il fallait un outil. Donc les secrets, ça peut être tout, ça peut être un mot de passe, ça peut être des clés de chiffrement, ça peut être un PIN, enfin tout ce qui est lié à un secret. À partir de là, on va les stocker dans un dispositif. Là, j'ai pris un dispositif NFC, de chez ST Microelectronics. On a du M24LR et du ST25, donc il y a un secret, c'est un composant connu. Et à partir de là, on va pouvoir soit générer ou soit stocker des secrets à l'intérieur d'un dispositif qui est chiffré, totalement chiffré, avec une particularité, c'est que les clés de chiffrement, c'est l'utilisateur qui les crée. C'est lui-même, il n'a aucune dépendance avec les systèmes. Donc il appuie, et tout ça est automatisé, évidemment. Le côté utilisateur a été le plus gros challenge à le relever pour que l'utilisateur final puisse avoir une solution très rapide à utiliser et très simplement à utiliser. Donc c'est un dispositif où on stocke les secrets et à partir de là, on va pouvoir l'utiliser à la demande en fonction de ses besoins. Dans ce domaine-là, on peut parler peut-être des Secure Elements. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un Secure Element et est-ce que c'est différent d'un Secure Element ? Est-ce que Fabrice, tu veux répondre plus précisément ? Est-ce que tu veux répondre à cette question plus précisément, toi, d'un point de vue technique ou pas technique ? Par rapport à ce qu'il a décidé, en fait, le but du jeu, c'était, comme il l'a dit, de remettre l'humain
dans l'histoire du chiffrement global. Donc, à l'heure actuelle, lorsque l'on va parler de sécurité bout en bout, on va rester sur l'écosystème numérique. Donc, on va aller effectivement au mieux d'une machine terminale vers un destinataire terminal, mais on restera entièrement dans l'univers numérique. Là, le but du jeu, c'est de rajouter en fait un décloisonnement total entre l'expéditeur et l'univers numérique et le destinataire. Donc là, ce qu'il a choisi, ça a été effectivement donc un composant NFV qui est un composant passif, et c'est ça également qui était intéressant, pour pouvoir assurer à minima la sécurité physique de son produit. Derrière, le composant qu'on utilise donc a des sécurités mécaniques également pour pouvoir justement faire des enregistrements entièrement sécurisés et également d'avoir des communications sécurisées entre l'élément passif et le premier niveau de coopération d'acquisition numérique qui est à l'heure actuelle le lecteur NFC. Donc l'idée c'était un peu ça. Effectivement, on aurait très bien pu utiliser par exemple une Java Card, simplement que mon problème avec la Java Card, et c'est ce qu'on avait eu comme contrainte, c'est cette connexion obligatoire pendant tout le temps de la connexion. Et ça, c'est ce qu'on voulait éviter. Les 3/4 des gens, en fait, le problème, c'est qu'on a tous eu des lecteurs Java Card pour nous permettre de rentrer dans nos systèmes d'information. Le problème, c'est qu'elles restent dans le lecteur. Et donc, on a une continuité, en fait, de communication possible et envisageable avec cette puce électronique. Donc là, l'idée, en fait, du composant, c'est justement d'avoir un composant non actif, donc en plus sans OS, pour pouvoir faire un stockage sécurisé, mais également qui soit décorrélé à chaque usage. Donc en fait, la partie de connexion, c'est juste le temps du passage. Point à la ligne. Est-ce que ça répond à ce que tu souhaitais ? Donc en fait, vous avez développé une carte qui se connecte en NFC à quelque chose. Voilà, mais en fait, ça, il n'y a rien de... Et le fait que ça se connecte en NFC de manière temporaire, oui, plutôt que une carte à puce branchée en permanence, on va voir. Et donc ça répond à quel besoin ? Alors, le premier besoin, ça répond juste à avoir un nouveau type de bout en bout, puisqu'étant donné que là, pour le coup, on a l'intégralité entre l'expéditeur humain, parce qu'il faut être détenteur de la carte, comme vous avez pour la carte NFC, mais par contre, la connexion est une connexion éphémère. Ça, c'est la partie, en fait, mécanique de ce que l'on a fait. Le brevet Jack, c'est pas ça, Ça, c'est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir communiquer les fameux secrets dont il est question, que ce soit des clés de chiffrement, que ce soit des mots de passe, que ce soit des clés, on pourra en parler, des clés IAM qui ont posé problème. Moi qui ai fait de la réponse sur incident, j'ai des cas justement où si on avait un dispositif de ce type-là, on aurait un petit peu moins de soucis. Après, le brevet Jack, il va vous l'expliquer. On n'y est pas là. Là, ici, on est sur la couche standard de communication chiffrée. Mais l'idée, c'est de périmétrer l'espace numérique et d'aller au-delà. Donc, alors, l'innovation qui est dans la carte, donc c'est quoi ? Lynn, vas-y, alors, je te laisse faire. Le principe est le suivant. On va donc, dans la carte, on a deux systèmes. On a un système, on va dire, qui est dans la carte, c'est la partie physique, et on a après un système qui est numérique. On va parler de la partie physique. Dans la clé en question, la clé qui sert au chiffrement, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter qu'on appelle des critères de confiance. Les critères de confiance sont physiques. Donc, dans la carte DavyCypher, c'est une déclinaison qu'on a fait pour d'autres services, on peut cumuler jusqu'à 12 critères de confiance cumulatifs. Ça veut dire que vous allez pouvoir dire je veux que ce secret ne puisse être utilisé que dans une zone géographique. On est précis entre 1 mètre et 2500 mètres km². Vous avez la possibilité ensuite de rajouter un mot de passe. Vous allez pouvoir mettre un code barre, vous allez pouvoir mettre différents éléments, un mot de passe, une empreinte digitale. Donc vous allez pouvoir cumuler un ensemble de critères et s'il manque un seul critère, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là. Ça, c'est stocké, bien entendu, dans des dispositifs électroniques dans lesquels l'utilisateur, pas moi,
c'est l'utilisateur qui définit. Alors, l'utilisateur ou l'administrateur va définir en fait les critères qu'il stocke dans la carte électronique. Bien. À partir de là, il va dire, et c'est là la grosse différence, c'est que chaque secret peut être sécurisé de manière différente. On peut gérer jusqu'à 200 secrets avec AV-Safer, et chaque secret peut avoir des critères de confiance totalement différents et individualisés. Bien. Deuxième aspect, vous avez aussi la possibilité de partager les secrets par tout moyen, visioconférence, caméra, en air-gap aussi c'est possible, et envoyer un secret à un tiers en ajoutant vous des critères de confiance. Ces critères de confiance, ensuite, il va être partagé, il va pouvoir les stocker dans sa propre carte, mais il ne pourra pas modifier ces critères de confiance que vous lui avez imposés. Il sera strictement impossible. Donc pour pouvoir utiliser, il faudra qu'il soit chez lui, ou soit dans un endroit précis, ou dans des zones que vous avez prédéfinies. Et on a donc 5 critères de confiance possibles dans la solution que aujourd'hui j'ai mis à disposition des entreprises. Donc, ça veut dire que vous avez donc une notion de la partie matériel embarqué, vous avez aussi la notion de critères secrets que vous pouvez exporter et imposer à un tiers les conditions d'usage. Et donc les fameux 5 critères de confiance que ça permet, c'est quoi que tu appelles critères de confiance ? Alors un critère de confiance, tu vas pouvoir dire par exemple, je veux que, on prend ton bureau, tu dis mais dans mon bureau, je veux que cette clé ne fonctionne que dans mon bureau. Donc tu vas mettre une zone géographique. Bien. Ça, c'est un premier critère de confiance. Tu vas dire un deuxième critère de confiance, tu vas dire, je mets un mot de passe. Je dis, je veux que pour utiliser ce truc, il faut que je sois dans la zone géographique, il faut que j'ai un mot de passe. Tu vas pouvoir dire, mais je veux que ce soit connecté à un BSSID, par exemple. Ou je veux que ce soit mon téléphone, simplement. Donc, je vais associer l'UID de mon téléphone. Et donc, on va pouvoir ajouter un ensemble de critères. Et donc, ce sont ces paramètres qui sont au sein de la carte. Bien. Autre deuxième critère, je veux, par exemple, imposer à un tiers distant, peu importe où il est sur la planète, les mêmes conditions, donc on en a 5, qui vont être encapsulés dans le chiffrement, qui vont être bloqués. Tant que ces critères ne sont pas faits, on ne peut pas utiliser le secret, notamment la clé de chiffrement. Donc on peut imaginer que je veux que la personne puisse lire un message à l'autre bout du monde dans une zone que j'ai prédéfinie, il ne pourra le lire qu'à condition qu'il soit dans les zones. Bien entendu. Là, on a vu que 3 critères. C'est quoi les 2 autres qui manquent ? Alors les 10 autres, tu as les clés segmentées, tu génères un QR code. Alors, je vais t'en donner, il y en a... On avait l'empreinte, tu avais l'empreinte, tu avais la photo. La photo, les mots de passe, on a le QR code, voilà. On a la géolocalisation, et on a l'UID. C'est-à-dire que la personne te donne l'UID du téléphone. Oui, du téléphone. Donc, en fait, on ne peut accéder au secret qui est dans la carte que si, éventuellement, on est dans la bonne zone géographique pour accéder à ce secret, qu'on a en main le bon téléphone, qu'on connaît le mot de passe, éventuellement... qu'on a été identifié sur le téléphone avec sa photo ou son... Là, on a pris l'empreinte digitale pour l'instant. Son empreinte digitale. Ok, et mais finalement, c'est... Le BSSID ou un réseau, oui. Moi, je peux avoir un conteneur de mots de passe sur lequel j'applique un peu les mêmes règles. Tout à fait. Exactement. C'est tout à fait possible de prendre en fait ce nombre de contraintes, parce que quelque part ce sont des contraintes d'ouverture que l'on a mis en place. La première idée, c'était si on dérobe. Donc en fait, quand on va parler de clé de chiffrement, c'est un container de mots de passe qui est sur une carte NFC. Voilà, tout à fait. Alors. Oui et non. C'est un container, effectivement, de secret, parce qu'il n'y a pas que le mot de passe. On peut très bien mettre des clés de chiffrement. Donc, l'idée, c'est, si dans l'espace numérique, on avait malheureusement été compromis. On a des élévations de privilèges qui pourraient très bien permettre, par exemple, sur mon téléphone portable, celui-ci devient compromis. On a une élévation de privilèges qui récupère mes clés de chiffrement dans mon conteneur. Je suis fichu, puisqu'étant donné que là, on va pouvoir l'utiliser. Là, l'idée, c'était le décloisonnement. Donc, c'est-à-dire, le conteneur chiffré, il est en dehors de l'espace numérique. Ça, c'est la première des choses importantes à bien comprendre dans cette idée-là, parce que derrière, elle va conduire en fait toutes les règles d'usage qui sont conduites en fait par ce système-là. L'idée, c'est que je dois pouvoir être en capacité d'organiser un univers physique, un environnement physique pour l'utilisation de cette clé-là. Donc mon conteneur à moi, je peux également obliger, quand vous êtes par exemple un DSI, eh bien je ne veux pas que l'ensemble des cartes ne sortent d'un environnement, parce que après on pourrait déchiffrer des données professionnelles. Là, comme elles seront géolocalisées, elles empêcheront en fait tout usage
physique de cette clé-là en dehors du périmètre qu'on aura défini. Le but du jeu, c'est de rajouter des couches physiques, en fait, à l'usage. Et comment est-ce que tu contrôles ces couches? Parce que j'imagine que c'est pas dans le composant NFC qu'il y a un contrôle GPS. Absolument. Donc comment est-ce que tu détermines dans quelle zone tu es? Alors, on a une application. Fabrice ? Non, vas-y, je t'en prie. On a une application qui est définie, où la personne va dire je prends une zone. C'est très simple, on a fait un truc assez simple pour l'utilisateur. Il définit la zone en question et il définit la taille, la précision dans laquelle il veut limiter la zone d'utilisation. Donc c'est une appli iPhone et Android, c'est ça ? Oui, absolument, oui, c'est une appli iPhone Android. Donc et après, une fois que cette zone est définie, il enregistre, elle est automatiquement enregistrée. Il y a 3 zones possibles. Il va dans la zone 1, 2 ou 3 du bloc mémoire. Tout ça, évidemment, chiffré, mais peu importe. Mais on va dire que c'est stocké dans les zones mémoire. Ça, c'est la partie qu'on appelle physique dans le dispositif. Et au même titre, vous allez pouvoir enregistrer 3 BSSID, vous allez pouvoir enregistrer un mot de passe et d'autres éléments de confiance. Après, en fait, on se sert d'un moteur qui va avoir des capteurs pour pouvoir nous fournir les éléments qui nous intéressent pour les stocker, en fait, dans la carte NFC qui seront contrôlés lors de son usage. Donc l'idée, c'est un petit peu ça. Après, il faut effectivement avoir un moteur pour faire les clés de chiffrement, pour faire la capture des données de géolocalisation, de l'environnement Wi-Fi, de l'environnement Bluetooth, de tous les environnements physiques que tu veux. Et ensuite, on l'insère dans la carte. Je vous donne un exemple tout simple. On va parler de wallet. On a tous maintenant des bons portefeuilles Bitcoin bien fournis. Et puis, ils sont stockés dans mon téléphone. Là, ici, j'ai l'intégralité de mes données sur mon téléphone. Malheureusement, je me prends un ransomware sur mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? On va parler de double chiffrement, là, pour le coup. En fait, j'avais également un conteneur chiffré type wallet qui vient d'être rechiffré par un ransomware. Eh bien, malheureusement, tout mon argent vient de disparaître au travers d'une problématique de chiffrement. À partir du moment où les clés, en fait, vous les avez toujours avec vous, décloisonnées. Mon téléphone, effectivement, en l'espace de 3 minutes, il a été entièrement chiffré. Alors je change de téléphone et puis je remets mes codes wallet dessus. C'est juste, en fait, l'outil matériel ne reste qu'un outil matériel. Donc là, Fabrice, tu dis wallet. Donc en fait, vous avez fait un portefeuille de crypto-monnaie. Ça peut servir à stocker la crypto-monnaie ? Ça, je confirme. Alors je confirme, mais aujourd'hui, c'est devenu exclusif parce que la licence est vendue. Elle est attribuée à un groupe qui s'appelle Kipster Group qui sortira le code wallet avec cette technologie au mois d'octobre. Ça s'appelle Kipster Group. C'est le futur code wallet qui va arriver au mois de septembre avec quelques petites nouveautés. Ok, donc en fait vous vous positionnez avec cette carte NFC en concurrent de Ledger. Oui, effectivement. La technologie n'étant pas tout à fait la même, puisqu'on n'est pas sur une technologie connectée, on est sur une technologie éphémère, justement, pour éviter en fait tout problème à ce niveau-là. C'est pas le sujet, Hervé, parce que mais effectivement, on n'est pas dans la même mécanique que Ledger, et les possibilités par rapport aux autres code wallets sur le marché, parce qu'il n'y a pas que Ledger. En fait, nous, on pourrait stocker en fait techniquement sans Ledger, puisqu'on peut stocker aussi les clés dérivées, on peut stocker sur le portefeuille. Les possibilités dans Kipster sont assez importantes. On peut stocker qu'on appelle les bits 39, les phrases secrètes. On peut stocker quasiment tout dans Kipster. Il y a de la place. En plus de ça, on peut aussi les partager. On peut partager les clés privées en air gap. La puissance de frappe de Kipster quand il va arriver amène des services de dingue qui sont présents ni dans Ledger, ni dans aucun wallet dans le monde aujourd'hui. Du fait du brevet, parce que s'ils le font, je vais m'occuper d'eux. Mais dans l'autre approche, c'est un brevet mondial que j'ai déposé. Donc dans l'autre approche totale, ça ouvre de nouveaux services. Ça veut dire le fait de pouvoir partager ses clés privées, le fait de pouvoir sauvegarder ses phrases secrètes dedans. Donc en fait, cette technologie, on peut stocker, comme tu dis Hervé, différents secrets. Alors que ce soit une clé privée ou une clé... Et votre carte, quand même, elle utilise un composant classique. Elle a fait l'objet d'un CSPN ? Non, j'ai pas fait de CSPN. D'une certification ou quelque chose Non, j'ai pas fait de certification CSPN ni une qualification. Un manque de sous. Et en termes d'usage. Oui. Et en termes d'usage, est-ce que c'est plus
quelque chose qui va servir donc d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que je vais stocker mes secrets, mes clés privées, pourquoi pas la crypto-monnaie, etc., où c'est voué à un usage de partage. Ah oui. Un usage de partage. Tu peux expliquer je veux partager des secrets. Oui. Parce que, tu vois, mes passewords, en général, je ne veux pas les partager. C'est exactement ça. Et là, c'est là où ça amène une valeur ajoutée considérable. Oui. Le partage est un gros morceau. Effectivement, c'est une des morceaux qu'on a mis en place pour les services d'État. En fait, la notion de partage fait partie intégrante du système. Et ces fameux critères de confiance permettent d'affiner à qui on partage, dans quelles conditions on partage. Oui, on peut partager par tout moyen. Je prends l'exemple pour les ambassades, on peut même chiffrer du papier. Vous faites un QR code couleur, vous arrivez à des nombres de caractères impressionnants. Et donc vous passez votre téléphone et vous déchiffrez directement avec votre clé de chiffrement asymétrique ou symétrique. Donc on a une possibilité considérable pour partager des secrets qui sont dans la carte, mais aussi des données qui sont chiffrées avec ces secrets. Donc il y a une possibilité de partage qui a été développée au maximum, y compris des partages qui peuvent être faits de téléphone à téléphone, on utilise le BIM notamment. On peut utiliser des partages en BIM, on peut partager des partages par webcam, on peut imaginer que je partage une clé privée de crypto-monnaie simplement par webcam en l'ayant chiffrée avec une clé RSA de 4096. Donc on a des possibilités de dingue. Chaque produit dans Ivy Safer, bien entendu, on n'a pas parlé de ça, il y a des générateurs de clés. Bien entendu, à l'intérieur, on a un générateur de clés de RSA 4087 qui se fait en quelques nanosecondes. Un générateur, c'est le téléphone. Oui, c'est le téléphone qui génère. C'est le stocker. On stocke, voilà. On génère la paire de clés RSA et on va stocker la clé privée dans la carte. Et on peut la générer autant de fois que l'on veut. Et pareil pour les clés de chiffrement, c'est le chiffrement standard AES 256. Et à partir de là, la personne qui a ses clés va pouvoir faire absolument ce qu'il veut. On peut tout chiffrer, de la messagerie, on peut absolument. Il n'y a pas de limite. Oui. Tu peux parler, là, moi je m'en sers quasiment tout le temps maintenant, de la possibilité, j'ai un Thunderbird, et bien systématiquement, mon chiffrement de tous mes messages passe justement par cette technologie-là. Donc quand j'ai un message chiffré sur Thunderbird, c'est moi qui vais le déchiffrer. Et puis c'est tellement intéressant que même quand j'envoie un message, il est stocké dans ma partie des messages envoyés et il est quand même chiffré celui-ci. Même celui-là, je dois absolument en fait utiliser ma carte pour le déchiffrer. On a du vrai bout en bout, mais humain à humain, que ce soit pour les sites internet, que ce soit pour la messagerie type Thunderbird et tous les besoins que vous avez pour pouvoir apporter votre secret avec un nouveau niveau de sécurité, c'est-à-dire ne pas le stocker dans un univers numérique. Si je peux revenir sur le partage, pour le partage, il y a un cas d'utilisation qu'on a fait par exemple, tu génères un nouveau mot de passe, mais tu veux que ce soit limité à un certain type d'utilisateur. Donc l'utilisateur, lui, il a par exemple un mot de passe qu'il a établi ou une empreinte digitale par son système, de manière très confortable, sans faire les géolocalisations et tout ça, parce que ça il le voit pas, c'est transparent pour lui. Et là donc il va pouvoir faire une chose. Donc tu lui partages soit par webcam, soit envoyer un mail, parce que c'est chiffré, donc il n'y a aucun souci pour lui partager ton secret. Il lui faut une carte, il va scanner avec l'application, il va scanner avec le téléphone la carte, et ça enregistre directement dedans, et donc tu as partagé le secret. Donc ça veut dire qu'après il a le secret avec les conditions que tu as imposées. Ça veut dire que le partage peut se faire par tout moyen, par la poste, par email, par WhatsApp, même par Facebook. Tu peux le mettre en grand puisque c'est chiffré, donc il n'y a pas de souci. Donc le partage est un élément essentiel pour partager sa communauté. Maintenant, on va un tout petit peu plus loin sur le partage. On a le partage et aussi l'usage. Un exemple. On a développé un système, donc en fait, on a chiffré aussi les réseaux locaux. Donc tu chiffres tes protocoles de communication sur le Wi-Fi ou en câble, même en port USB, et y compris en Bluetooth. Et tu vas pouvoir en fait, par exemple, connecter un individu sur un réseau sans qu'il ait la carte. Et quand il appuie sur un bouton, tu reçois une requête sur ton téléphone et tu passes ton dispositif et c'est toi qui le connectes. Du coup, la personne n'a jamais accès au secret. Pareil pour le chiffrement. Il veut chiffrer, tu veux pas lui donner la carte, tu peux aussi le chiffrer à distance. Ou tu peux aussi lui donner une carte où il va pouvoir chiffrer sans jamais pouvoir accès à la donnée de chiffrement. Pourquoi ? Parce qu'on a un système d'administration et d'utilisateur totalement séparé. Ça, c'est un deuxième brevet. Donc là, on a une autonomie de l'administrateur et une autonomie de l'utilisateur. Donc on peut très bien donner une carte à quelqu'un, même s'il voit le secret, il ne peut pas y accéder. Donc, parce qu'il n'a pas les critères de confiance pour pouvoir accéder au secret, ou je ne souhaite pas qu'il accède au secret, et auquel cas il ne peut pas accéder au secret, il peut l'utiliser mais pas accéder. Donc tous les cas de figure d'usage, un peu comme un Lego, ont été pensés pour faciliter le partage, l'usage, que ce soit à proximité ou à distance.
Mais là, cette distinction administrateur-utilisateur, c'est dans l'application sur le téléphone. Elle est dans le téléphone et dans le dispositif. Là, je t'inviterai à regarder le brevet numéro 2 que j'ai étendu, je suis en train de battre les Américains. On a un brevet hardware. Et ça, c'est un brevet mondial. Le fait d'avoir un dispositif... Oui, mais si je refabrique... alors, je suis d'accord, hein, c'est compliqué de refabriquer une application, mais si je prends votre application sur le téléphone, que je la décompile et que je refabrique, je vois pas ce qui m'empêche de passer au travers de cette distinction administrateur-utilisateur. Absolument, sauf que tu as les critères de confiance. Tu pourras pas accéder au système parce que tout est chiffré. En fait, il te faut physiquement après ta carte pour pouvoir fournir l'information. Et elle est derrière le logiciel. Tu peux prendre l'APK, tu la retravailles, c'est pas grave, quoi. C'est pas le souci. Oui, les critères de confiance, c'est l'utilisateur, l'administrateur, parce que l'administrateur peut mettre ses mots. Et les applis Android iPhone, c'est vous qui les avez développées? Oui, on développe tout de A à Z. Ça a été... De l'électronique jusqu'au... Et ça a été aussi audité, ça? Non. Pas encore? Non. Pas encore. Ça va... Alors, c'est prévu. Je vais dire non pour la partie grand public, et je vais dire oui pour tout ce qui est donné pour les gouvernements, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des entités numériques pour certifier leur truc. Ils certifient eux-mêmes. Oui, mais bon, il faut quand même que ça passe par certains éléments. Ce qu'on veut dire, c'est que la partie numérique, eh bien, on est parti du principe qu'elle peut être compromise, mais quand on regarde même un modèle RSA, bah, finalement, on connaît l'algo, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est de connaître les clés, quoi. Eh bien, on est sur la même idée, c'est qu'à un moment donné, il va te manquer quelque chose pour pouvoir, solutionner le problème. Le numérique étant pas le gardien des secrets, et surtout pas, parce que on l'a vu à chaque fois, c'était lui. On a des gens ultra performants dans la matière qui brillent justement par le fait de pouvoir contourner toutes les règles, à pouvoir acquérir en élévation de privilège directement les éléments qui se trouvent normalement stockés dans du conteneur chiffré. Donc on voit bien qu'il y a un problème. L'idée, c'était d'avoir cette rupture avec ce monde numérique et de dire que le monde numérique, ce ne sont que des passerelles que je vais utiliser, pas de souci, pour pouvoir transporter une information chiffrée. Donc au départ, il faut bien sûr la chiffrer. À l'arrivée, il faut pouvoir la déchiffrer. Et pour pouvoir obtenir ces éléments-là, il va falloir avoir un composant physique en dehors de l'univers numérique. C'est un peu ça l'idée. Fabrice, on peut peut-être parler de ce qu'on est en train de faire, qui devrait être prêt dans 1 mois et demi. On a fait une extension, qui est à la base on a fait une extension qui va permettre de transformer Gmail, et de rajouter en fait à Gmail le dispositif. Donc du coup, vous allez pouvoir chiffrer Gmail avec la carte, directement. Et le message restera chiffré de bout en bout, y compris le serveur de Gmail, et la clé de chiffrement est dans votre carte. Donc ça veut dire que là, j'amène à Gmail une solution de chiffrement de bout en bout depuis un dispositif, et que même si le système est corrompu, ou on devrait accéder au système de la donnée, elle resterait chiffrée parce que c'est moi qui ai la clé dans mon dispositif. Donc ça devrait être opérationnel normalement d'ici. Comme tu vas le faire comme on le fait avec Thunderbird, comme tu vas pouvoir transférer la donnée, ça, il n'y a pas de souci. La double authentification, ça existe déjà depuis X temps, quoi. Je veux dire, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de critères de confiance et de pouvoir les rendre, en fait, de pouvoir les faire correspondre avec un univers physique. C'est-à-dire que si je me trouve pas, par exemple, je suis un hacker de je sais pas où, de n'importe quel pays, malheureusement, si je suis pas au bon endroit, ça va être beaucoup plus compliqué. Même avec une usurpation d'identité, ça va être compliqué. Il faudra que tu viennes dans mon hôtel. Dans ces cas-là, si c'est à l'hôtel, ou alors que tu sois à cet endroit. L'idée, c'est également un peu ça, c'est d'augmenter une sécurité naturelle, d'y rajouter, pour pouvoir assurer un nouveau niveau de sécurité. Je peux donner un autre exemple qu'on a fait pour une organisation de journalistes d'investigation. On prend le cas, c'est que, à part si tu tombes sur qu'on appelle des fanatiques, des fous qui coupent la tête à tout le monde sans aucune motivation, en principe, lorsqu'on kidnappe quelqu'un, c'est qu'on veut obtenir de lui un secret. Bien, ça c'est la base. Quand j'ai développé ce système-là pour eux, j'ai parti du postulat, c'est comment on fait pour limiter qu'on appelle l'attaque physique humaine, c'est-à-dire par chantage, par menace. On est proche de l'espionnage, c'est-à-dire comment on fait pour empêcher la personne de dévoiler un secret. Comment on fait? Et comment on fait pour limiter le risque d'atteinte à l'intégration physique? Tous ces éléments. Sans lui couper le doigt. D'accord, sans lui couper le doigt. De toute façon, on sait bien qu'effectivement, il faut avoir le code sous la contrainte.
Parce que sinon, oui, tu peux toujours mettre la tempe pour que le mec, il mette son doigt, il tape son code, et à partir du moment où tu l'as sous la main avec son téléphone et sa carte, le tour est joué. Mais non. Et là, il l'aura pas. Justement, non, là, il l'aura pas. Bout de l'exercice. Non, il l'aura pas, justement. Ouais. Parce qu'il a un code sous la contrainte, c'est ça? Non, je peux même lui donner tout... On va repartir le scénario. Premier scénario, la personne... on va prendre le scénario du rédacteur en chef. Le rédacteur en chef est en France, d'accord? Il va donc lui créer qu'on appelle une clé de chiffrement. Il va créer une clé de chiffrement avec un critère qui est... Le critère de localisation, c'est Paris. D'accord? C'est Paris. La personne... Alors Paris, ça peut être aussi avec un mot de passe, un des critères, mais il y a un critère de confiance qui est physiquement sur Paris. La personne part au Pakistan, il doit faire une enquête, une investigation, et il passe la frontière. Première étape, il doit passer la frontière. À la frontière, on lui dit, oh, t'as un dispositif EasySafer, viens ici, donne-moi tous les mots de passe, je vais voir ce qu'il y a dedans. On est d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Donc il lui donne le dispositif, pas une contrainte, là, parce que si tu fais ça, je te fous en prison. Donc le problème va être résolu. Il n'y a pas de problème, je vais respecter le droit. Voici la carte. Il donne tous les identifiants, il rentre dedans. Et la carte, elle est vide. Il n'y a rien dedans. On est d'accord? Bien. Donc il passe la frontière, on lui rend le dispositif, à condition qu'on lui rende le dispositif, bien entendu, mais en principe, si tu t'en fais pas de règles. Il passe la frontière, et après c'est simple. Il va appuyer sur un bouton, il va générer une clé RSA. Une clé RSA. Il va prendre sa clé publique, il va l'envoyer par SMS, parce qu'il peut faire du SMS, du MMS, il peut même l'envoyer par WhatsApp, pas parce qu'il veut, à son rédacteur en chef. Son rédacteur en chef va prendre la clé symétrique qu'il a mis les critères de confiance, et il lui envoie chiffré avec sa clé publique. Lui va scanner, il met sa clé publique dans son dispositif. Terminé. Son protocole de communication chiffrée est fait. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de données, il n'y a que là. Il est totalement intraçable. Mais le l'utilisateur. Non, mais dans ton exemple, il passe pas la frontière parce qu'on lui confisque sa clé. Et donc, pour passer les frontières, dans ton exemple, il faut un dispositif à double fond. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, une clé à mémoire USB qui semble tout à fait normale et qui en réalité a un double fond que tu vas pouvoir activer uniquement avec des secrets qui sont sur un téléphone qui a l'air normal. Donc là, dans des exemples extrêmes comme ça, moi Tu prends un Veracrypt avec un Shadow Disk et puis c'est bon, quoi. Je veux dire, dans l'idée, c'est un peu ça. Oui. Et derrière, tu as la carte pour pouvoir ouvrir justement le Shadow Disk. Oui, mais si tu veux, maintenant qu'on a fait l'épisode, les mecs dans ces pays-là, ils vont pas laisser passer la carte. Ils vont chercher partout si le mec il a une carte. Ah mais celle-là, ça sera une carte blanche en fait. Ça sera ça, quoi. Il y aura rien. Hervé, si je peux me permettre, c'est une carte. Aujourd'hui, Hervé, tu comprends bien que ce que tu viens de dire, non seulement je l'ai créé, et non pas en numérique, mais en 100% hardware, mais je ne vais pas en parler ici, ça va quand même en parler. Donc la clé que j'ai fait il y a 10 ans pour les services d'État français, il y avait absolument beaucoup plus puissance que tu annonces ici. Mais c'est pas le sujet. Concernant la carte, c'est une carte qui a marqué VCR dessus, mais si tu veux faire un bouton ou le simuler et faire d'autres solutions, avec plaisir, je te ferai. Donc là, on prend un scénario standard, où on te laisse passer la frontière, bien entendu. Mais si tu veux un dispositif qui ne se voit pas, avec un tel encapsulé ou déconnecté, ou autre système pour que ça passe sous les radars, oui. Quand même, tu t'exposes à un risque qui te fait choper. Là, du coup, tu es en dissimulation, en matière pénale, c'est chaud quand même. Enfin, c'est un autre débat. Revenons sur un scénario, on va dire, standard. Si effectivement tu passes la frontière, ou il te le confisque, comme tu le dis, si tu passes la frontière, en matière de respect du droit international, il passe la frontière, il va récupérer cette clé, il va chiffrer dans son canal. Il va chiffrer avec ça. Et après, il pourra utiliser le canal qu'il veut. Le canal du pays. Il va pouvoir envoyer les données chiffrées avec sa clé. Quand il a fini, il appuie sur un bouton et détruit sa clé. Il repasse la frontière, si on le demande, la carte est toujours vide. Par contre, si on le kidnappe, on dit il y a effectivement la clé à l'intérieur. Et on lui dit, mais non, tu as une clé de chiffrement, donne-nous les codes. Il va pouvoir dire, je peux donner le mot de passe éventuellement. Mais il y a un critère de confiance qui n'est pas chez moi. Il est en France, chez mon rédacteur en chef. Et l'avantage d'avoir un produit qui est connu, c'est qu'ils sauront qu'il y a un critère de confiance qui peut être délocalisé à Paris. Si c'est pas connu, il va falloir qu'il l'explique. C'est un autre sujet. Mais là, on parlera du renseignement. C'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Mais là, dans le cas de figure d'un produit standard, on est bien dans une solution en disant, monsieur, je vous donne tous mes secrets, voici accès, mais moi, il y a un code, il y a un critère de confiance dont je n'ai pas la maîtrise, dont je n'ai pas la connaissance qui est à Paris. Et donc, ça ne servira à rien de le torturer, ça ne servira à rien de le menacer, parce que de toute façon, il n'a pas le secret. Il faudra aller kidnapper le rédacteur en chef. Donc, on est dans une solution. Alors, ça, c'est qu'un secret. On peut en mettre 12, vous imaginez. Donc, dans l'opération globale, ça permet, un tant soit peu, de limiter le risque de menaces, de chantage et d'autres services analogues. Donc on est vraiment, la notion de segmentation ou le critère de confiance peut être fait, connu du fait de l'administrateur, connu du fait de l'utilisateur, et étant donné que c'est
qu'on appelle décorrélés, on peut protéger l'utilisateur par les moyens que je viens d'expliquer. Donc ça, c'est un use case, bien entendu. On peut faire d'autres choses comme ça. Mais on peut aussi le faire sur papier. On peut faire sur différents critères de support. Mais le mieux, c'est certainement pas une carte. Tu as des vêtements, tu as une casquette, tu peux la mettre dans n'importe quoi. Hervé, c'est un tag, hein, donc il n'y a pas de souci. Hervé, pour l'exemple que tu plutôt de te balader avec un dispositif, c'est encore mieux. Hein. Alors, je vais te dire un truc qu'on a fait pour... Alors, juste un message pour l'exemple. On peut le faire sur... Moi, je voyage pas, c'est pas pour moi. Hein. On peut partager la clé par enveloppe. C'est-à-dire que vous envoyez un courrier postal et vous mettez votre clé imprimée en QR code dans une enveloppe. Vous avez plusieurs méthodes de possibilités de partage d'une clé et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs modalités de récupération du secret avec les critères de confiance. Mais il me semble qu'il y a un problème de man in the middle dans ce scénario, parce que du coup, il n'y a aucun secret prépartagé entre la source et la destination. Donc quelqu'un qui est au milieu et qui intercepte, qui met sa propre clé publique, par exemple, peut agir comme intermédiaire sur toutes les communications. Non. Bah non, parce que là ici, tu as ta clé, elle va avoir quand même ses critères de confiance. Et ça, ces critères de confiance, ils ont été passés avant. Et donc, elle ne répondra pas. Le problème, il est là. C'est que derrière, on peut en fait imaginer le scénario des critères de confiance est là parce qu'on se dit notre clé peut être compromise. Donc l'idée, c'est de pouvoir rajouter des éléments de sécurité qui vont justement, l'obliger à se retrouver dans un environnement physique et peut-être avec des éléments numériques autour de lui pour pouvoir, faire le déchiffrement, l'élément que l'on doit faire. Après, c'est des couples de clés. Là, de la même manière, non seulement tu as la partie chiffrée, mais tu as la partie signature. Puisqu'on a l'envers aussi, de la même manière. Hein. Ouais. Donc, voilà. L'idée, c'est de pouvoir, de bout en bout, et l'attaque de l'homme du milieu, s'il m'envoie une clé, il génère, comme l'appli, elle est publique, il se génère en fait un couple RSA, et il m'envoie sa clé publique, mais je vais recevoir une clé publique, mais qui n'a pas... comme on peut en recevoir dans tous les mails qu'on reçoit habituellement. C'est pas pour ça que ça sera pas celle qui nous intéresse. Parce que la clé privée, elle est dans le tag, et elle a été générée par l'individu, par les pas individus. Donc tu peux envoyer la clé publique que tu veux, ça ne servira à rien. Et alors, si tu peux partager des secrets, ça veut dire que quand même les secrets sont accessibles et que tu peux, à un moment donné, les sortir. Oui. À la différence d'un secure element où, normalement, les secrets sont inexportables. Donc, tout à fait. Est-ce que c'est un logiciel qui va contrôler le fait de pouvoir exporter un secret ou pas? Tout à fait, puisqu'étant donné que là, tu as une clé AES d'appairage au départ qui va permettre, et après qui va se transformer en clé AES 256 une fois qu'elle est appairée, mais effectivement, le moteur, il est dans ton composant. C'est pas le composant passif qui a un moteur qui va nous permettre de faire ça. Donc soit ça sera ton téléphone, soit ça va être un IoT dédié à ça, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on va pouvoir élargir, parce que mon téléphone, c'est qu'un IoT avec pas mal de possibilités, je peux réduire en fait à simplement les usages qui nous intéressent. Mais effectivement, le calculateur, il n'est pas dans un composant passif, et c'est presque son intérêt aussi d'être un composant passif, parce que lui, une fois qu'on l'a trouvé par terre ou des choses comme ça, il ne va pas répondre à autre chose que ce pourquoi il a été fait. On va pas pouvoir le compromettre parce que j'ai eu une faille de sécurité dans mon algo qui va... voilà, l'idée c'était un peu ça aussi, d'ajouter, et en règle générale, c'est ce que tu as dans la poche. Donc c'est pas quelque chose... Ta carte bleue, on sait qu'elle a des trous, ok, mais en règle générale, déjà, le premier critère de confiance, c'est que tu l'as avec toi. En fait, c'est un peu ça. Mais si le logiciel est compromis, par exemple, par un malware ou par... il répondra plus parce qu'il sera détérioré. Il faudrait que non seulement on ait une bonne analyse, un reverse complet de l'APK qui nous permette de voir comment est enregistrées les données. Et le problème, c'est que le composant en lui-même a ses propres sécurités. Tu as quand même 3 tampons mémoire qui sont là pour t'aider, quoi. Donc tu as des mots de passe qui sont à l'intérieur. Donc et les enregistrements, c'est pas que dans un seul registre. Donc là, il va falloir également
faire toute une industrie pour pouvoir, on peut physiquement extraire la donnée. Après, il faut être en capacité de la lire. C'est un petit peu la même chose que le message chiffré. Ouais, tiens, je te le donne, mon message chiffré, il n'y a pas de souci. Les données sont chiffrées à l'intérieur, et même les clés sont segmentées et elles-mêmes chiffrées. Donc il y a un système à l'intérieur. Donc c'est pas propriétaire, c'est que nativement, en fait, il y a cette protection qui est là. Et la protection des blocs mémoire natifs de... Est-ce qu'on met, nous, effectivement, dedans. Après, si tu casses, par exemple, ce qui est faisable, de casser qu'on appelle les cartes NFC, tu fais une attaque brute force sur les clés de sécurité, les codes d'accès, et tu vas rester au bloc mémoire. Bon, tu vas passer un peu de temps, mais tu vas rester au bloc mémoire. Mais de toute façon, c'est chiffré à l'intérieur. Et les critères de confiance, c'est toi que les amis, ils sont d'origine physique, ils sont extérieurs à la carte. Si tu mets une empreinte digitale, si tu mets un mot de passe, c'est dans ta tête. Donc, quoi qu'il arrive, sur 12 critères de confiance, il faut que tu trouves les 12 pour pouvoir déchiffrer le système. Et en plus, chaque élément étant sécurisé de manière individuelle. Donc, il suffit pas de trouver les données. Il faut ensuite... même nous, on n'y arriverait pas. Même nous qui avons conçu le système, on n'y arriverait pas, de toute façon. En fait, et puis le but du jeu, c'est qu'une information secrète, en fait, elle a une durée de vie, on le sait bien. S'il te faut 10 ans pour pouvoir la récupérer, on peut dire que finalement, c'est bon, on a joué ce qu'il fallait. Parce que, justement, c'est pour ça que RSA, on l'a toujours, alors que c'est un élément calculable. On sait dans combien de temps on va être capable de le casser. Le CC, c'est pareil. Mais par contre, on sait qu'on a encore une petite période de tranquillité qui est là. Et ça, c'est également des éléments à prendre en compte. Si toi, tu es revenu du pays étranger, et puis la durée de vie du cassage c'est 1 an, et toi tu y passes 6 mois, c'est pas grave, c'est bon. On sait qu'on est en sécurité. Si je peux faire une anecdote par rapport à ce qui s'est passé récemment, vous avez dû le voir, où les mecs ils ont extrait la clé privée de la YubiKey et de tous les systèmes qui sont à peu près analogues. Ils ont fait une attaque transversale, brute force, et ils ont expliqué comment ils ont fait. Ils ont tombé ils ont extrait la clé du microcontrôleur en corrompant le firmware. Donc on voit bien que les attaques brute force sur les éléments actifs est aussi possible, même qu'ils ont eu les certifications qui vont bien. Donc plus actifs que passifs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas, j'ai dit par là, c'est que c'est pas parce qu'on a l'élément sécurisé. On prend en matière électronique embarquée. Aujourd'hui, ils vont utiliser des calculateurs, des MCU, et qui ne sont pas protégés par des grilles d'attaque. C'est aberrant de voir ça. Pourtant, les produits sont vendus et même certifiés aujourd'hui. C'est assez amusant. Quand vous creusez en électronique, si vous prenez des composants qui ont des grilles de protection pour éviter les attaques intrusives invasives, il y a des composants qui existent. Bien sûr, ils sont plus chers. Tu vas pas pouvoir faire une clé à 22 €, ça c'est sûr. Mais il y a des produits qui existent, des technos qui existent, mais ils sont pas utilisés. Donc après, forcément. Dans ma solution, pas que je sais pas faire. Si on voulait faire pour faire une Java Card, on te livre tout le livret avec. Il y a un beau jeu d'innovation. Donc on peut faire des choses. Mais après derrière, il faut que le composant lui-même soit résistant à l'attaque de remplacer les firmware et tout ça. Alors ça se fait très bien. Même en open source, il y a des trucs qui sont très bien faits. Mais pour autant, il y a des technologies qui existent, qui permettent récemment, parce qu'on travaille sur des projets justement avec des composants à grille. Notamment on fait pour le spatial et autres, qui permet justement, non pas pour résister aux attaques intrusives, mais pour résister au bombardement ionique et tout ça. Toutes ces problématiques-là sont connues depuis des années, quelques années. Mais les fabricants de silicium ont mis en place, notamment pour Digital des solutions électroniques qui permettent d'aller jusque-là. Alors on n'est pas en ce cas de figure aujourd'hui pour la solution de ST microélectronique, mais sur des solutions électroniques NFC, sur la nouvelle génération qui arrive là pour l'année prochaine, qui vont être intégrées, il y a bien aussi ces grilles. Et le chiffrement, il est fait de bout en bout depuis le dispositif NFC. Nous, étant donné qu'on n'a pas ça, puisqu'à l'époque ça n'existait pas, on chiffre le contenu qui est dans le signal NFC. Tout ça est chiffré, on chiffre, ça n'use pas, c'est pas en clair dans le canal du NFC. Donc on va chiffrer. Mais dans les solutions qui vont arriver, le chiffrement se fera hardware aussi. Est-ce que tu peux rappeler le nom du produit pour que les gens puissent le retrouver? Alors, ça s'appelle Heavy Safer. Heavy, comme évidence la preuve, Safer, c'est SCYPHER. C'est donc heavysafer.com. J'ai mis le site en ligne depuis dimanche. heavysafer.com. Il y a toute l'info dedans. Voilà. Mais là, vous vendez en direct vous vendez comment? Parce que là, ça vient de sortir. Est-ce que vous cherchez des distributeurs? Est-ce que... Enfin, voilà, comment vous faites pour commercialiser? Alors, en fait, au départ, c'est Fabrice et d'autres personnes qui m'ont convaincu. Parce que moi, aujourd'hui, ma clientèle n'est pas du tout dans le domaine du public, ce que j'ai développé. Donc, je l'ai mis récemment, suite à l'interview d'Europe 1 et tout ça. Et Fabrice m'a dit, on va mettre ces produits à disposition des entreprises. Donc, c'est récent comme idée, parce que j'estime aussi que ce produit mis entre de mauvaises mains peut être assez dangereux. Alors, après de là, j'ai créé cette gamme de produits. Et voilà, notre modèle économique est le suivant. Nous, Freemantronic, on conçoit et on fabrique des produits à la marque de nos clients.
C'est-à-dire qu'après, notre client, il a sa marque, ses produits, alors qu'il soit connu ou très souvent, c'est pas connu parce que c'est dans l'élément d'usage de l'entreprise, mais c'est leur marque qui apparaît sur le produit. Peu importe la forme, après, comment elle va apparaître. Et nous, après, on fait des licences de brevet et on développe à la marque du client. On n'a pas vocation, Freemantronic, à faire des produits consumer, à vendre aux clients directement. Alors, pour EasySafer, c'est une exception. On va dire que on met à disposition aujourd'hui cette technologie, mais si la licence est vendue aujourd'hui ou elle est attribuée de manière exclusive, comme ça a été fait pour le code wallet qui a été fait à Kipser Group, eh ben, les produits vont sortir de la vente, il faut passer par ces sociétés. Ceux qui l'auront acheté seront toujours suivis à vie, parce que les produits sont garantis à vie. Ils seront suivis, maintenus et à vie d'opération. Alors, je voulais préciser un petit détail. Quand les personnes... J'ai un peu ce modèle, on va dire un peu Apple, on dit que c'est un modèle Apple. Je reprends ce que m'a dit du marketing. L'idée est pas trop mal, on va dire que quand la personne achète le produit, je considère qu'elle n'a pas acheté les services complémentaires. Par exemple, là j'ai développé le plugin pour Gmail. La personne va le télécharger, ça sera gratuit. Le plugin pour Thunderbird sera gratuit. Tout ce qu'on va faire ensuite, grâce à Fabrice sur la R&D, tous les services qu'on va pouvoir ajouter auprès de EasySafer, ça sera gratuitement pour les clients. Ce qui est, nous, facturé dans l'entreprise Freemantronic, c'est lorsqu'un client veut avoir, par exemple, un critère de confiance basé sur un VPN, sur un serveur distant, il veut rajouter de nouveaux critères de confiance. Donc ça, on va facturer le développement sur du spécifique. Ou un plugin, c'est encore le cas en ce moment, sur les plugins propriétaires, sur les messagers propriétaires déjà chiffrés, ou un gouvernement ou des services d'État voudraient avoir leur propre clé pour être sûr que si le service tombe ou qu'il est espionné pour des raisons X ou Y, qu'ils puissent avoir le contrôle de leurs données chiffrées, de leur messagerie avec leur carte. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on fait sur mesure. Mais normalement, on n'a pas vocation à vendre de produits. EasySafer fait partie des exceptions. Voilà. Si j'ai répondu à ta question, Hervé. Et aujourd'hui, vous cherchez des investisseurs, à recruter. Oui. Alors là, par contre, vu la demande que j'ai. Oui, alors vous recrutez où En Andorre. J'ai vu que vous étiez en Andorre, donc c'est pour des raisons de défiscalisation Pas du tout. Ah non, c'est pour le bon air des Pyrénées Ah oui, là je confirme. Alors pour différentes raisons. Je vais expliquer pourquoi. La sécurité en Andorre est assez importante. Vous pouvez sortir, il n'y a pas de vol. Les enfants peuvent sortir, même la nuit, il y a toujours de la police, c'est extrêmement surveillé, extrêmement sécurisé. Andorre, premier point. Donc la sécurité est très importante. Deuxième élément, on est en montagne, on est dans les Hautes-Pyrénées, et je vais vivre en montagne. Donc là, je suis servi, je suis dedans. Mais il faut parler espagnol en Andorre. Ah non, il parle français. Catalan. Il parle catalan, la langue officielle c'est le catalan. On parle français, anglais, espagnol. Ah oui, en plus, il faut parler catalan. Ah bah oui. Non, ouais. Pas moi, hein. Christine parle super bien catalan, elle a appris le catalan, étant en B2. Moi, j'ai pas eu le temps, je bosse un peu trop, on va dire. Concernant la fiscalité, Andorre, on paye 10% d'impôts. Les entreprises payent 10% d'impôts, c'est forfaitaire, et bientôt, les grosses entreprises paieront 15% d'impôts si le gouvernement, la loi passe. Et après, derrière, tu as une TVA 4,5, comme tu as ici. Par contre, la France et l'Europe bénéficient d'un avantage considérable. Vous avez le crédit impôt recherche. Tout ce que j'ai vécu, moi, pendant 10 ans de R&D en France. Et ça, c'est zéro. Ça veut dire que tu dois payer ta R&D avec tes fonds propres. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, on va te dire, bonjour, messieurs Airbus, tous ces gens-là, vous payez votre R&D avec vos fonds propres. Vous allez voir que tout de suite, c'est beaucoup moins rigolo. Donc, bien sûr, il y a d'autres avantages ensuite, c'est quand vous avez réussi à développer des produits ou des services ou des licences, vous pouvez les vendre et la fiscalité est intéressante parce qu'il n'y a pas de cumul fiscal. Et après, il y a d'autres avantages qui sont intéressants lorsque vous avez fini tout ça. Mais, non, Andorre est un pays assez extraordinaire, enfin pour ça, mais c'est fiscalisé. C'est d'ailleurs, Andorre est sorti du paradis fiscal, entre parenthèses. Donc tu recrutes plutôt des développeurs, quels profils ? Oui. Alors là, on a besoin maintenant d'électroniciens parce on fait, comme tu as dit tout à l'heure, parce que tu as dit tout à l'heure, c'était vraiment pertinent, la taille des produits, donc on va faire un truc un peu sur mesure, tu vois ce que je veux dire, très hétéroclite. Donc forcément, on a besoin d'électroniciens, faire des antennes très particulières, tout ça. Donc électroniciens, des gens dans le système embarqué, parce qu'on fait toute la partie système embarqué, parce qu'il y a aussi, on fait pas que du passif, on fait aussi de l'actif, bien entendu. Et après, toute la partie développeur logiciel. Maintenant web, puisqu'on a aussi la partie web, puisqu'on fait les extensions, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces fameuses extensions. Et donc, c'est voilà, électronique, système embarqué, développeur et... Oui. Et développeur, oui, effectivement, Apple aussi, parce que bon, on a beaucoup de demandes pour Apple. Je m'excuse auprès des auditeurs, c'est que Apple, c'est pas qu'on peut plus faire, c'est que, je précise pour Apple avait un bug sur l'ancienne version. On y a participé, parce qu'on s'est rendu compte que dans Apple, il ne faisait que du monocanal, ce qu'on appelle de mono-mémoire. Et donc, les dual mémoire ne fonctionnaient pas. Tout ce qui était en dual mémoire ne fonctionnait pas. Or, ST microélectronique, le composant qu'on utilise, c'est la dual mémoire. Donc, on ne pouvait pas écrire sur ça, ni lire sur cette... Donc ils ont corrigé, depuis novembre, dans la version 14, on peut maintenant gérer les doubles mémoires. Seulement, il faut qu'on redéveloppe tout
avec les algorithmes validés par Apple, parce qu'Apple a ses propres systèmes, et donc on a des contraintes qu'il faut respecter par rapport à Apple. Donc il va nous falloir, je pense, entre 1 an et 2 ans de développement pour venir adapter tout ce qu'on a fait dans Apple. C'est possible, mais il va falloir du temps. Donc si on a un développeur qui est passionné par Apple, on est preneur aussi. On a beaucoup de Linuxiens. On a beaucoup de Linuxiens, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec cette technologie. On a aussi sur le contrôle d'accès. Là, on parle de chiffrement, mais on peut ouvrir des portes on peut faire énormément de choses. Ça me semble une bonne ébauche de conclusion, ça. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Je pense que ce qu'on a de plus compliqué aujourd'hui, pour nous, en matière de R&D, c'est l'expérience utilisateur. Parce que l'utilisateur est habitué à faire du numérique. Il appuie sur un bouton, ça marche. Et il faut qu'on arrive à avoir le même confort que le numérique avec l'interface hardware. Et ça, c'est un sport extrêmement complexe. On est aux millisecondes. Là, on programme pour réduire les secondes, les millisecondes, pour arriver aujourd'hui avec par exemple, un exemple qu'on fait sur Gmail. On est arrivé à moins d'une seconde. Pour que la personne dise à moins d'une seconde, c'est chiffré. Ça paraît anodin à une seconde. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à l'instantané que nous, on est dans cette unité. Et c'est très compliqué d'avoir quelque chose simple à utiliser et c'est très compliqué, très très dur. Et le R&D, en fait, il est là, justement, c'est bien prendre en compte les cas d'usage utilisateurs. L'informatique, c'est fait pour des utilisateurs et pas pour des informaticiens. Ça fait des années que je dis toujours la même chose, mais c'est important parce que, justement, on aura une adhésion sur la sécurité si, on la rend facile à utiliser. Tant qu'elle est trop compliquée, on connaît tout ce qu'il faut, mais par contre, on ne l'utilisera pas. Les composants PGP et ainsi de suite, on les a depuis des années et pourtant, on les utilise pas. Il y en a combien qui utilisent la messagerie chiffrée avec Thunderbird, et je peux vous assurer que pourtant tout est prévu dedans. Donc il y a quand même quelque chose qui passe pas et il faut rendre en fait cet usage à l'utilisateur parce que finalement c'est lui en fait. Si je peux me permettre, qui est important. sur le dernier point, notamment pour pouvoir toute la simplicité, on est en train de réfléchir. On est allé, on a fait un bouton t'appuies. Tu chiffres, un bouton t'appuies, tu déchiffres. On est arrivé à réduire au maximum l'interaction humaine dans l'option. Et en plus, on lui propose à chaque fois, est-ce que tu veux chiffrer ou non ? Donc à chaque fois, on lui propose pour pas qu'il oublie. Est-ce que tu veux chiffrer ou non ? Donc il y a une action. Donc on travaille sur la notion de dire, n'oublie pas que si c'est sensible, chiffre. Donc on essaye d'être pas trop intrusif, pas trop être machin, mais il a plus qu'un bouton chiffré, déchiffré. Et je pense que ça, on a déjà atteint ça s'appelle une étape qui est pour nous énorme. Une étape énorme. Et tout ça, faire simple, et en tout ce qu'on a expliqué depuis le début de cette aimable interview, arriver à faire tout ça, et que tous les critères soient vérifiés, que tout ça, et que ça arrive simplement, en moins d'une seconde, que ça chiffre des chiffres. C'est très sport. Mais c'est passionnant. L'usage, c'est passionnant. Mais c'est dur. Voilà, ce que je peux comprendre. Bien. Jacques, Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, merci à toi. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.